Le président Trump dit, il a demandé à ses conseillers, c'est le Wall Street Journal qui le rapporte, des options pour une attaque rapide et décisive en Iran, sans risque de guerre longue. Et regardez l'image qui illustre la volonté militaire renforcée des États-Unis d'Amérique. C'est le destroyer lance-missile américain Delbert Black. Et j'aimerais que vous commentiez cette première image, elle est très intéressante parce que ce sont des opérations qui sont menées d'entente avec les Israéliens. C'est-à-dire que là, vraiment, Israël et les États-Unis sont déjà main dans la main et ça donne le ton sans doute des opérations en cours. Michel Polaco, vous êtes grand spécialiste notamment de tout ce qui vole, mais pas seulement. Qu'est-ce qui se passe là ? Là, on va parler des marins. Alors, vous savez qu'il y a des grandes traditions dans la marine. La première, c'est que dans la marine, on salue tout ce qui bouge et on peint le reste. Puis la deuxième, c'est qu'on est toujours en train de faire des exercices. Et ben donc, ils font des exercices. Donc, ils sont à proximité, ils font des échanges, ils se courent après, ils se mesurent, ils utilisent leurs sous-marins, ils utilisent leurs drones, leurs avions. Et voilà, on est toujours en train de faire des exercices pour préparer la guerre. Avec tout le monde autour. C'est une tradition. Donc, si vous voulez, ils sont près des Israéliens, mais il y a aussi des Saoudiens, etc. On se choisit quelques sparring partners, comme on dit, et puis on fait des exercices. Mais c'est tout à fait normal. Et puis c'est aussi une manière de rappeler aux gens qu'il faut travailler ensemble, parce qu'ils travaillent ensemble, ces gens. Ensemble, et j'insiste encore une fois, Israéliens et Américains, c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Et en même temps, on a besoin de travailler ensemble. Comme nous, on travaille au sein de l'OTAN entre les marines, les aviations et les forces terrestres. Ça s'appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire que si demain ça claque, eh bien, il faut qu'ils soient capables de travailler ensemble. Ils ont les mêmes procédures, ils ont les fréquences, etc. Tout concorde pour pouvoir se mettre éventuellement, par exemple, sous les ordres d'un amiral américain et puis être capable d'agir en synergie les uns avec les autres. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que c'est une unité de la marine qui est très récente. Donc c'est un destroyer, il est bourré d'artillerie anti-aérienne, il a des missiles Tomahawk, il a des capacités anti-sous-marines. C'est une des frégates les plus récentes de l'armée américaine et je pense que c'est pas à hasard qu'on nous la montre ce soir. Voilà. Sophia Amara, toujours cette image et toujours cette collaboration, jusqu'où va-t-elle ? Là, Israël a quand même expliqué dès le début qu'il ne voulait pas intervenir. Cela dit, en même temps, reconnaissant qu'elle avait des cellules du Mossad à l'intérieur du territoire iranien, donc d'être en plein exercice en attente de la décision du président Trump de pousser ou non le bouton, c'est un peu normal. Est-ce qu'il collabore au point, on entend parfois dire qu'en réalité Netanyahou est presque le conseiller militaire de Trump, que Trump l'appelle dès qu'il y a une grande décision. Est-ce qu'on en est là dans la proximité ? En tout cas pour l'Iran, oui, parce que Israël, c'est les yeux et les oreilles des Américains. Il y a peut-être une présence de la CIA, mais c'est surtout le Mossad qui est en mesure d'informer. Et tout au début du déploiement, d'ailleurs, le chef d'état-major israélien est allé à Washington. Avec nous aussi, Jean-François Bureau, merci beaucoup. Vous êtes ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Ce sera très intéressant de vous entendre. Passons par Washington d'abord. Sonia Dridi, vous y êtes avec ces propos rapportés de Trump qui semblent montrer, en tout cas, s'il n'arrive pas à faire céder l'Iran, une volonté de se battre. Oui, puisque le Wall Street Journal a rapporté ce vendredi qu'il avait demandé à des conseillers de lui présenter des options d'attaque décisives, rapides, en évitant une guerre de longue durée au Moyen-Orient. Et selon ces conseillers qui se sont confiés au Wall Street Journal, l'idéal, selon eux, serait de frapper assez durement le régime pour qu'il cède aux exigences nucléaires américaines et qu'il arrête de réprimer les manifestants. Mais Donald Trump se montre aussi ouvert à la négociation. Il y a quelques heures, il a partagé sur son réseau Truth Social un article de Fox News disant que Donald Trump était ouvert à un accord avec l'Iran malgré le renforcement des capacités militaires dans la région. Des officiels américains ont assuré à des médias ici à Washington que ce n'était pas du bluff. On a appris ces dernières heures via des médias américains justement que le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, et son envoyé spécial Steve Witkoff devaient rencontrer ce vendredi en Turquie le ministre iranien des Affaires étrangères. Des officiels américains ont confié qu'ils espéraient que les Iraniens viennent à cette rencontre en étant prêts à faire des concessions majeures, notamment sur le nucléaire. En attendant, Donald Trump laisse planer le doute et ce vendredi, lorsque des journalistes lui ont parlé justement du renforcement des capacités militaires à propos des navires, il a dit « il faut bien qu'ils soient quelque part, donc autant qu'ils soient proches de l'Iran ».
Merci beaucoup Sonia Dridi. Là, le ton de Exet, traiter à la guerre, notre rôle est d'être prêts et nous le sommes. Nous sommes plus que prêts. Alors Sonia Dridi, elle est plus politiquement, elle appelle ça des négociations. En bon français, c'est un chantage. Quand vous avez un pistolet sur la tempe et qu'on dit aux gens, il faut vraiment que vous cédiez, sinon on va tirer. C'est l'acte 2 de juin 2025. C'est-à-dire que ce qui n'a pas été terminé avec les frappes lors de la campagne des 12 jours, peut-être qu'elle est en train de s'organiser maintenant. Je pense que les Américains veulent faire plier les Iraniens, ils ne veulent pas les faire tomber. En vérité, les Américains n'ont absolument pas intérêt à ce que le régime tombe. Par contre, pour que la région tout entière soit effectivement stabilisée, ils ont besoin que le programme nucléaire soit définitivement mis hors jeu. Je pense que la question de savoir si ce sont les moyens militaires ou les moyens diplomatiques qui aboutiront à ce résultat n'est pas encore tranchée. La force, vous êtes tous sur ce plateau témoins, vous avez observé beaucoup de guerres américaines, vous avez travaillé avec les Américains au sein de l'OTAN. Ce déploiement de force inouï, quand on voit les images qu'on a là sous les yeux, le Lincoln, ce destroyer, tous les avions, combien 150 avions dans la région. 150 avions, on peut considérer dans la région au minimum, oui. Est-ce qu'il y a une manière, même s'ils ne tirent pas, ou s'ils ne tirent pas tout de suite, cette démonstration de force, c'est une manière de dire au monde entier et à la région, les patrons, c'est nous. Cette démonstration de puissance, véritablement de puissance planétaire, il y a quasiment que les Américains qui sont capables de faire une chose pareille. Donc, alors que ça représente peut-être 10% de la flotte américaine. Je rappelle qu'il n'y a qu'un porte-avions alors qu'ils en ont 11. C'est un groupe aéronaval. C'est un groupe aéronaval sur 11. Donc vous imaginez la puissance totale. Donc vous imaginez la puissance totale de cette marine et plus tout ce qu'il y a à terre, parce qu'il y a un certain nombre de bases, il y a une centaine d'avions à terre, c'est absolument colossal, et pourtant ça n'est qu'une fraction de la puissance américaine. Si vous voulez, d'abord, il y a tout ce qu'on voit, ce qui nous montre. Il ne faut pas oublier la Méditerranée, parce qu'il doit y en avoir un peu en Méditerranée, c'est très probable. Il faut penser à tout ce qui peut s'approcher assez rapidement. Donc, si vous voulez, oui, c'est une énorme démonstration de force dans laquelle il ne montre pas tout du tout, comme le dit le général à l'instant. Mais d'un autre côté, je pense qu'à un moment donné, c'est trop et ça suffit. C'est-à-dire que les ayatollahs, les mollahs, si vous leur mettez un arsenal pareil en face, ils savent que de toute façon, cette guerre-là, ils ne peuvent pas la gagner. Est-ce que ça marche? Les Saoudiens qui regardent ça, les Émiratis, toute cette région du monde qui regarde ça en se disant... Décidément, on est en 2026, on a prédit 1000 fois le déclin de l'Empire américain. L'Empire américain reste pour le meilleur ou pour le pire, souvent pour le pire, la puissance. Oui, mais ça reste la puissance pour plusieurs raisons. C'est une puissance scientifique, c'est une puissance monétaire, hégémonique avec les dollars, puissance scientifique et évidemment avec un budget qui est égal au budget de toutes les autres nations et qui est même encore en augmentation. Première question. question. C'est la puissance. Mais un mot sur c'est la méthode Theodore Roosevelt, c'est-à-dire c'est carotte et bâton, on parle doucement mais avec un gros bâton. Et cette armada, c'est le gros bâton. Question de Stéphane de Echevenay dans l'Ain. Si l'Iran refuse les termes de la négociation, quelle marge de manœuvre restera-t-il à Trump? Mais il va falloir qu'il frappe. Alors, s'il a beaucoup de chance, les frappes pourraient provoquer un changement de cap de l'armée. L'armée qui serait accueillie par la population avec des vivas, l'armée qui irait s'en prendre aux gardiens de la Révolution, les gardiens des révolutions qui changeraient en grande partie d'allégeance, etc., etc. Mais ça, c'est le scénario de rêve. Et c'est un scénario qu'on a en fait jamais vu dans l'histoire, parce que en fait, dans l'histoire, les révolutions qui marchent, elle ne marche pas contre des vrais despotes. Staline a envoyé, alors c'était la mort lente, mais a envoyé des centaines de milliers de personnes au goulag, 2 millions avant la guerre de 40. Il a été très mauvais en 41, etc. Eh bien, il y a personne à partir de 45 qui a voulu ou qui a cherché à se faire la peau de Staline. Donc c'est aujourd'hui l'anniversaire de la victoire de Stalingrad, avec son fameux slogan « Plus un pas en arrière ». Ceux qui font un pas en arrière, on les tue. On les tuait quand ils reculaient. Absolument. Ce que nous avons connu chez nous à une époque aussi. Non, mais il y a eu une résilience aussi, il faut connaître. 70 000 personnes ont été tuées par le NKVD soldats pendant la bataille de Stalingrad. Donc ça fait pratiquement 2 corps d'armée. Est-ce que vous imaginez 70 000 personnes, le type il reculait de 2 mètres, il était fusillé. Donc c'est ce qui se passe encore aujourd'hui en Ukraine. Le régime soviétique. Et ça, ce sont ces régimes qui sont prêts à tuer. Le régime de Téhéran est de ceux-là. C'est-à-dire, il l'a montré, il y a peut-être 30 000 morts, personne ne sait les chiffrer, mais il y a peut-être 30 000 morts déjà, donc ils vendront leur peau très cher.
Évidemment, et ils ont décrété ou annoncé qu'ils considéraient comme un coup d'État ces manifestations qui finalement au départ n'ont commencé que pour des raisons économiques, l'effondrement de l'économie, l'inflation galopante dans ce pays, et pourtant ils ont quand même décidé de qualifier ces émeutes tout à fait justifiées et finalement écrasées dans le sang comme un coup d'État. Donc 30 000 morts apparemment, d'après les chiffres, il faut à nouveau les vérifier. Et regardez ce régime qui fanfaronne, y compris par ces fresques qui ont été peintes devant l'ambassade des États-Unis. Donc, si je comprends bien les vides, je crois que c'est d'ailleurs la Suisse qui se charge des intérêts sur place, des intérêts américains. La représentation. Regardez, il y a une statue de la liberté dont le bras a été arraché. Il y a toutes sortes de représentations, un peu évidemment à la fois très agressives et très naïves. Qu'est-ce que c'est, un drone Reaper, c'est ça, qui est touché par le feu des Iraniens, prétendument, et entouré de chauves-souris, c'est ça? Ouais, c'est difficile. On n'est pas sensible à l'art des gardiens de la Révolution, visiblement. C'est le Reaper, si vous permettez, Darius, le Reaper, c'est le drone qui a assassiné Qasem Soleimani en janvier 2020, près de l'aéroport de Bagdad. Et à l'époque, les Iraniens avaient juré la perte des États-Unis, avaient promis de se venger, et finalement, ils n'ont rien fait de conséquent. Aujourd'hui, ils ont annoncé qu'il fallait discuter. Donc les Iraniens ont clairement commencé par faire un demi-pas en arrière devant la démonstration de force. Je pense qu'on est dans une séquence où à la fois c'est la suite de ce qui s'est passé en juin, peut-être que ça peut se jouer autour d'une table. En tout cas, je pense qu'il y a une séquence qui va arriver jeudi, vendredi, quand les Russes et les Américains vont se rencontrer à Abu Dhabi, qui peut être un moment crucial. Avec l'incertitude des Américains qui évidemment peuvent mentir. C'est Sophia Mara qui rappelait qu'il y a 20 manières de dire le mensonge en iranien, c'est ça? Oui, ou en tout cas de qualifier le mensonge blanc, le mensonge innocent, et donc voilà. Et pour les Iraniens, ce qui n'est peut-être pas un mensonge, mais en tout cas pour Trump, il le considérera ainsi, c'est qu'ils vont tout faire pour gagner du temps et prétexter de plein de raisons pour aller revoir la hiérarchie, pour négocier sur le cadre des négociations avant même d'attaquer le contenu. Parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez les déclarations des Iraniens, ils ne parlent pas des négociations, ils parlent du cadre. Pour le moment, en tout cas, il y a à la fois Trump qui a dit aux journalistes dimanche, quand il était encore en Floride, qu'il voulait négocier, il l'a dit tout à fait clairement, et que si évidemment la négociation, voilà, 3 petits points, et le président iranien, Pezeshkian, a dit que la guerre n'était pas dans l'intérêt ni de l'Iran ni des États-Unis d'Amérique, il a ordonné l'ouverture des négociations. Absolument.